grand journal. Au sommaire de cette édition, l'adoption attendue du projet de loi d'amnistie des faits relatifs aux événements politiques entre 2021 et 2024. Le texte passe en Conseil des ministres ce mercredi. Dans ce journal, la vive réaction des familles de victimes des violences qui seront effacées. Elles évoquent une décision insensée et inappropriée. La Ligue sénégalaise des droits humains également opposée à l'amnistie. Dialogue national sur le processus électoral en vue de la présidentielle. Entre autres propositions, la réintégration des candidats dits spoliés, dont Karim Meïssa Wade. Comment le président Macky Sall s'y prendra-t-il? Tentative de réponse dans ce journal. Lutte contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le terrorisme. Malgré les progrès faits, le Sénégal reste sur la liste grise du groupe d'action financière à l'issue de l'Assemblée générale du GAFI tenue à Paris il y a quelques jours. Nous évoquerons la météo capricieuse de ces derniers jours. Après un épisode de poussière dense, un épais brouillard a couvert le littoral, réduisant nettement la visibilité ce matin. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons des conclusions du dialogue national, notamment la proposition de date de la présidentielle et de la gestion de la période transitoire entre le 2 avril et la passation de pouvoir au prochain chef de l'État. À la mise en onde, Abdoulaye Diop. Le projet de loi d'amnistie générale des faits lors des manifestations politiques entre mars 2021 et février 2024 sera adopté aujourd'hui en Conseil des ministres, comme annoncé par le chef de l'État. Des familles de victimes de ces violentes manifestations s'indignent. Selon elles, cette loi est une insulte à la mémoire des victimes. Elle est insensée et n'a pas sa raison d'être. Les familles des victimes comptent poursuivre le combat jusqu'au bout. Un dossier réalisé par Boubacar Dian. Abdoulaye Kamara, plus connu sous le nom de Baba Kana, fait partie des dizaines de personnes mortes lors des manifestations politiques entre 2021 et 2024. Le jeune artiste a été atteint par balle le samedi 3 juin 2023. Les souvenirs de ce tragique soir sont encore frais dans la mémoire de sa famille. Pour eux, pas question d'entendre parler d'amnistie. Djibril Diaw, proche ami du défunt, est chargé du suivi du dossier. Maintenant, faire une loi d'amnistie pour effacer tous ces crimes-là, moi je pense que c'est une loi très nulle et non avenue et que cette loi n'a pas lieu d'être. Qu'est-ce qu'on pense des familles des victimes? Qu'est-ce qu'on pense des souffrances de ces familles-là qui ont enduré la perte de leurs enfants, qui ont enduré la perte de leurs proches, qui ont enduré ces pertes, aujourd'hui ont entraîné peut-être des cassures dans les familles et ont entraîné le découragement et je ne sais même pas quoi dire en plus. Une autre famille de victimes qui rejette ce projet de loi, celle de Alpha Yoro Tunkara, le jeune étudiant tué par balle à l'université Gaston Berger de Saint-Louis le 9 février dernier. Abdoulaye Djibril Silla, oncle de la victime. La loi n'a pas de sens aujourd'hui parce que la perte qu'on a subie par rapport vraiment à cette situation, si des gens se permettent de dire qu'eux ils veulent voter une quelconque loi qui puisse effacer cela, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune importance. Ces familles comptent poursuivre le combat, quoi qu'il en coûte. Nous, par exemple, amis de Baba Kana, sa famille, tous qui lui sont proches, comme que nous avons un comité sur lequel nous réfléchissons sur beaucoup de choses, déjà nous allons nous réunir, déjà, et voir quel plan d'action déjà mettre en place. Parce que on ne va pas laisser faire. C'est pas possible d'effacer des crimes et surtout avec beaucoup trop de preuves. Il faut voter n'importe quelle loi, ça c'est le problème. Nous, on est engagés à poursuivre. Donc, la lutte, le combat, afin que justice soit rendue à notre œuvre. Quoi qu'il coûte, ou que cela puisse se produire, nous irons vraiment là-bas pour demander justice, parce que ça ne peut pas rester. Le Forum civil et certains politiques dénoncent ce projet de loi d'amnistie générale qui sera adopté ce jour en Conseil des ministres. Tous réclament la diligence d'enquête transparente et indépendante. La Ligue sénégalaise des droits humains s'oppose à une loi d'amnistie pour les événements politiques qui ont secoué le pays depuis 2021. Pour cette organisation de défense des droits de l'homme, c'est une manière d'encourager l'impunité. Elle appelle les députés à ne pas voter ce projet de loi. Le vice-président de la LSDH, Denis Ndour, est joint par El Hadj Ndiogou Diène. Si c'est pour réconcilier, si c'est pour l'esprit de pardon, on n'est pas contre. Mais cette loi-là qu'on doit voter, vu la motivation première, nous sommes foncièrement contre parce que ça ne fera que développer ce qu'on appelle l'impunité.
Et en tant qu'acteur de droits humains, nous avons toujours combattu l'impunité. Moi, je pense que si le président veut faire sortir les leaders politiques comme Ousmane Sonko et autres, il a d'autres voies et moyens pour le faire. Et ne pas s'appuyer sur une loi d'amnistie qui va qui va enlever des faits, en tout cas, effacer des faits, alors que ces faits ont marqué un peu l'histoire de notre pays. Tout ce qui s'est passé depuis 2021 ne doit pas être quelque chose qu'on jette à la fenêtre comme perte et profit, dans la mesure où on a eu énormément de morts. Si on pense non seulement aux familles de ces victimes-là, je pense qu'un député responsable ne devrait jamais voter une telle loi. Par contre, l'idée de faire une réconciliation, on est d'accord, mais il va falloir trouver d'autres formes et je pense que ce n'est même pas le moment. On n'est pas dans un moment où il faut réconcilier. Le moment où nous en sommes, c'est de dire comment tourner l'histoire en allant aux élections. Maintenant, après que nous ayons notre nouveau président, celui-là se chargera d'appeler la nation tout entière, secteur par secteur, pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il faut prendre comme réforme pour réconcilier les Sénégalais et travailler ensemble pour le développement. On les appelle vivement à ne pas voter cette loi, parce que pour moi, cette loi, c'est tout simplement encourager l'impunité au Sénégal. Venons-en maintenant aux dernières conclusions du dialogue national. Une des mesures phares préconisées, vous le savez, c'est la réintégration de Karim Wade et des candidats dits spoliés à la liste des candidats à cette prochaine élection. Nous avons voulu en savoir davantage sur la procédure, les schémas qui s'offrent à Macky Sall. Vous allez le voir, la marge de manœuvre du président de la République est ténue. Mohamed Ali Mouba. En tout cas, ce serait extrêmement difficile, voire impossible de réintégrer Karim Wade et les candidats dits spoliés sans tordre le cou au droit. Et pour cause, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Mais le président pourrait exploiter les brèches de la dernière décision du Conseil constitutionnel. Ce dernier, en annulant le décret approchant celui portant en convocation du corps électoral, a demandé aux autorités compétentes d'organiser l'élection dans les meilleurs délais. Donc on interprété cela dans le sens d'une brèche ouverte pour organiser des concertations en vue d'un consensus avant de faire quoi que ce soit. Le président pourrait donc arguer de ce qu'il appelle le consensus pour soumettre ses conclusions, les conclusions du dialogue au Conseil pour avis avant de prendre le décret fixant la date de l'élection. Cela lui éviterait d'avoir à essuyer un énième revers au cas où le Conseil refuserait de revenir sur ses décisions. Mais quoi qu'il en soit, si le Conseil se rétracte, ça fera jurisprudence. Le juge des élections aura fait une loi. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Plus de 1000 militaires invalides à la retraite attendent toujours de recevoir leur part de l'indemnité forfaitaire spéciale que le président de la République leur a octroyée. Ils dénoncent des lenteurs et interpellent le ministre des Finances et du Budget. Écoutons un de ces militaires invalides à la retraite sous le couvert de l'anonymat. Il y a presque la moitié qui n'a pas encore reçu ces indemnités. Le président a donné des instructions. Je pense que la moindre des choses, c'est de respecter ces instructions. Donc, le ministre des Finances avait annoncé au niveau de l'Assemblée nationale qu'il avait l'argent et qu'il allait donner suite à nos attentes. Mais bon, jusqu'à présent, rien. 3 mois, les 1000 et quelques personnes avaient déjà reçu. Nous, on attend. On est dans l'angoisse. On est au nombre de 1000. On attend. On nous dit que l'argent est sur place. Et là, on nous dit que c'est bloqué au niveau du Trésor. Donc, actuellement, voilà. Les gens, dès qu'ils ont reçu l'annonce, ils ont engagé des dépenses, ils ont déménagé pour restructurer leurs maisons, etc., etc., etc. Mais on attend jusqu'à quand? Il ne faut pas que la chose politique puisse prendre le dessus sur la chose sociale. Il faut qu'on applique les décisions du chef de l'État, qui a déjà donné des instructions à ce sujet. Le ministre des Finances n'a qu'à vraiment donner suite aux instructions du chef de l'État. Comme l'argent est disponible, rien ne les empêche de venir nous soulager. Parce que actuellement, ce sont des invalides. Des invalides, tout le monde sait ce que ça signifie. Des gens qui n'ont plus vraiment les capacités de pouvoir aller travailler, des gens qui sont
dans le désarroi des gens qui ont besoin de cet argent-là. Des propos recueillis par El Hadj Ndiogou Diène. Je vous rappelle que le président Macky Sall avait décidé en décembre dernier d'octroyer aux militaires invalides à la retraite une indemnité forfaitaire spéciale comprise entre 2 et 5 millions de francs CFA. Parlons maintenant de la campagne de commercialisation de l'arachide à Kaolack. La Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs réclame plus de 2 milliards de francs CFA à la Sonacos. Ces opérateurs en ont profité pour faire le procès de la société qui, à leurs yeux, ne respecte pas ses engagements. Ils interpellent l'État et demandent à ce que la lumière soit faite sur les 100 milliards décaissés pour les besoins de la campagne agricole. La Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs et transporteurs de la zone centre exprime son indignation face au non-paiement de leur collecte évaluée à plus de 2 milliards de francs CFA. Ses membres critiquent vivement l'attitude. L'État, pour ce qui est des semences. Depuis lors, la banque n'a ni financé et également les opérateurs n'ont pas encore reçu d'argent. C'est la raison pour laquelle la campagne n'a pas encore vraiment déroulé sur de bons auspices. On nous doit aujourd'hui plus de 100 milliards des semences et des intrants. Lors d'une conférence de presse, les opérateurs privés de la zone centre ont déploré le déroulement peu satisfaisant de la présente campagne de commercialisation ainsi que les 100 milliards de francs CFA injectés par l'État pour soutenir le secteur agricole. Fatumbo Kaolack, Radio Futur Média. 12h12 à Kaolack. Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le Sénégal, toujours sur la liste grise du GAFI. Le groupe d'action financière encourage le Sénégal à poursuivre le travail de mise en œuvre de son plan d'action pour remédier à certaines défaillances. Le GAFI recommande par exemple au gouvernement sénégalais d'imposer des sanctions efficaces et dissuasives à l'encontre des entreprises et professions non financières désignées. Anna Rocha pour plus d'explications. Depuis son adhésion en février 2021, le GAFI note que le Sénégal a fait des progrès contenus dans le cadre de son plan d'action. Ces derniers mois, plusieurs lois ont été adoptées dans ce sens, comme celle portant réorganisation de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, l'OFNAC, la déclaration de patrimoine ou encore sur le financement du terrorisme. Mais le Sénégal reste tout de même sous surveillance. Maliki Bousso est chargé des programmes du bureau exécutif du Forum civil. L'État a senti le danger qu'il y avait à rester inactif. Au finish, on risquait de tomber dans la liste noire. Et ça signifie quand même une juridiction qui est très problématique en termes de sécurité des investissements, en termes de sécurité juridique, en termes de lutte contre la corruption. Ça pouvait créer des problèmes au niveau macroéconomique avec les partenaires techniques et financiers. D'ailleurs, même le Fonds monétaire international avait averti. Le Forum civil n'a pas cessé d'avertir sur les dangers qui menaçaient le pays si on n'arrivait pas à procéder aux corrections qu'il fallait du dispositif légal. Le GAFI encourage le Sénégal à continuer cette mise en œuvre de son plan d'action. Il s'agit notamment d'imposer des sanctions efficaces et dissuasives à l'encontre des entreprises et professions non financières désignées ou alors en mettant à jour des informations complètes sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales. Pour Maliki Bousso, on va jusqu'ici dans le bon sens. C'est pas logique qu'on reste dans cette liste grise, mais pour sortir de cette liste grise, nous avons des efforts à faire et il faut qu'on s'y attelle très sérieusement. C'est malheureux que la prégnance du politique sur la marche du pays empêche d'aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est les réformes qui sont arrivées à maturité pour effectivement assurer la sécurité juridique et permettre au pays d'être résilient. Parce que, vous savez, les transferts, les flux financiers non maîtrisés, mais sont la source non seulement d'une évaporation de ressources, mais aussi d'une capacité de groupes organisés à se financer, à s'autofinancer derrière des paravents qui peuvent constituer des menaces pour la sécurité publique. Le 1er février dernier, l'Assemblée nationale a mis sur pied une intercommission sur le projet de loi numéro 02-2024 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le train reprend du service à Thiès, un ouf de soulagement pour la population, plus particulièrement pour les jeunes et les cheminots.
tous estiment que la relance du chemin de fer va booster l'économie locale. Charanta Diop. Après l'essai à blanc de la ligne Thiès-Diamniadio-Dakar, les Thiessois nostalgiques du sifflement du train ont retrouvé le sourire. Samba Fall et Ibagay. Absolument, on est satisfait de tout ce qui se passe sur la relance du chemin de fer. Mais c'est formidable en tant que Thiessois. Vous savez très bien que les Thiessois réclament le train. C'est ça qu'on connaissait. Quand on partait à Dakar, on partait facilement. Aujourd'hui, c'est fait. Bientôt, on va avoir le train Thiès-Diamniadio et Diamniadio-Dakar pour continuer avec le terre. Donc c'est une bonne chose. Et en tout cas, moi, je remercie les initiateurs. Quand nous étions des enfants, les matchs de l'Union sportive rail, ce temps-là, c'était Mbaye qui était le directeur du chemin de fer. Il nous donnait des trains d'aller à Dakar, aller à Saint-Louis. On veut que le chemin de fer se lance. Mais un pays qui n'a pas de chemin de fer ne peut pas partir. Dans la capitale du rail, l'activité ferroviaire reprend du service. Momar Sall, le secrétaire général du syndicat des travailleurs des grands trains du Sénégal, s'en félicite. En tout cas, pour vous dire, nous, pour les travailleurs, c'est un coup de soulagement. Car rester à la maison sans travail et qu'on vous paye tout le temps le salaire, ça, c'est pas vraiment du tout logique. Maintenant, ils nous donnent de l'espoir. D'après les informations que nous avons, les trains vont commencer à circuler dans les conditions réglementées de l'exploitation à partir de ce lundi 4 mars, Inch'Allah. Selon le directeur général des chemins de fer du Sénégal, Malick Ndoye, d'autres lignes seront ouvertes dans les jours à venir pour couvrir plusieurs localités du pays. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. La commune de Mbella-Kadiao sans ambulance depuis 4 ans maintenant, ce qui pose un réel problème d'évacuation des malades. Les agents de santé, aux côtés des populations, sollicitent l'aide des autorités pour secourir le poste de santé de Mbella-Kadiao qui polarise plusieurs localités. Aminata Goudiaby. Les couloirs du poste de santé de Mbella-Kadiao ne désemplissent presque jamais. La structure couvre une population sanitaire de 10 135. Selon l'infirmière chef de poste, Adia Seynabou Diouf se désole des difficiles conditions d'évacuation des malades, surtout des femmes qui sont sur le point d'accoucher. Depuis plus de 4 ans, ce poste de santé principal de la commune de Mbella-Kadiao ne dispose pas d'ambulance. Avant-hier, on avait un problème. L'ambulance, elle est en panne. Toujours, on appelle sur Djahao. L'ambulance quitte Djahao, 16 km pour arriver à Mbella-Kadiao. C'est pourquoi je dis que vraiment, c'est très dur et très douloureux aussi pour les patientes. Quand même, ça crée des problèmes. Il n'y a pas non plus d'ambulance dans les 2 autres postes de santé de la commune de Mbella-Kadiao. Une situation qui préoccupe les autorités municipales. Elles ont fait de nombreuses démarches, mais toujours pas de solution à cette pénible situation. Chérif Ahmadou Sen, 2e adjoint au maire de Mbella-Kadiao. À chaque fois, on pose notre problème pour demander aux autorités de nous aider afin qu'on puisse acquérir des ambulances. Dans la commune de Mbella-Kadiao, il y a 3 postes de santé. Si aucun poste ne parvient pas à avoir une ambulance, ça pose problème. Personnel sanitaire et autres habitants de cette commune du département de Fatick sollicitent l'aide des autorités étatiques ou des bonnes volontés. Le problème a trop duré. 3 postes de santé avec 8 cases fonctionnelles. Aucun poste n'en dispose. La population des 3 postes, c'est aux environs de 19 000 à 20 000 habitants. Et aucune ambulance. On lance un appel vraiment au président de la République d'aider la commune de Mbella-Kadiao. Les autorités politiques doivent nous aider. Même si on ne peut pas avoir d'urgence 3 ambulances, au moins qu'on ait une ambulance qui pourrait faire le relais dans la commune. C'est le minimum. Les jeunes de la commune ont eu à organiser des sit-in et autres marches pour réclamer une ambulance, mais c'est toujours le statu quo. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. Et puis vous avez dû noter cet épais brouillard noté ce matin à Dakar et à l'intérieur du pays. La météo explique ce phénomène. Elle annonce d'ailleurs un autre brouillard le samedi. Tidiane Diédiou, ingénieur prévisionniste à l'ANACIM pour les explications. Dans la matinée du mercredi, une forte réduction de la visibilité a été notée sur l'axe Saint-Louis, Dakar et Petite-Côte. Cette réduction de visibilité est causée par la présence du brouillard associé à de la poussière sur cet axe. Ce brouillard va se dissiper au courant de la journée. Toutefois, dans la matinée du samedi prochain, une réduction de la visibilité sera également notée avec de la présence du brouillard sur l'axe Saint-Louis-Dakar. Par rapport au temps prévu, les températures élevées seront notées sur l'axe Kédougou-Ziguinchor-Tamba-Bakel avec un temps relativement chaud sur une bonne partie du territoire. La fraîcheur nocturne et matinale sera également constatée sur les régions situées au niveau de la façade ouest, notamment l'axe Dakar, Saint-Louis, Mbour, Louga, Podor et Linguère. Pour les prochaines 24, 48 et 72 heures. RFM. L'actualité internationale.
Nous accueillons Georges Détié-Diop pour le journal international. Bonjour Georges. Bonjour Souleymane. Plusieurs dizaines de morts dans un accident de la route au Mali. 31 victimes sans vie, 10 blessés, dont certaines grièvement. À l'origine, un car transportant des voyageurs quittant Kenyeba et allant au Burkina Faso est tombé d'un pont dans le sud-est du pays. Une annonce du ministère des Transports qui précise dans un communiqué que la cause probable est la non-maîtrise du véhicule par le conducteur. Au Tchad, attaque meurtrière contre une agence des services de renseignement. L'attaque est intervenue cette nuit. Plusieurs morts selon un communiqué du gouvernement. Tom Soran. L'attaque a donc frappé vers 1h du matin les bureaux de l'Agence nationale de sécurité de l'État, les services de renseignement intérieur du Tchad. Elle a fait plusieurs morts, selon les autorités, et le gouvernement accuse des militants du Parti socialiste sans frontières, le PSF, dirigé par l'opposant Yaya Dillo. Dans un communiqué, le gouvernement tchadien assure que la situation est à présent totalement sous contrôle. Elle annonce également l'arrestation de la majorité des auteurs de l'attaque et la recherche active des coupables restants. L'incident de cette nuit aurait été la conséquence de l'arrestation d'un membre du PSF accusé de tentative d'assassinat contre le président de la Cour suprême. La tension est montée dans la journée d'hier et a donc mené, je cite, à une attaque délibérée des complices de cet individu contre les bureaux du renseignement, menée par les éléments du PSF et à leur tête, le président de ce mouvement, Yaya Dillo. La situation à N'Djamena s'est donc rapidement dégradée avant l'attaque, qui a commencé peu après minuit. La capitale du Tchad s'est réveillée ce matin en état de siège, avec une présence renforcée de patrouilles de police et de points de contrôle. La véritable version des événements de cette nuit reste incertaine, avec des sources locales qui rappellent le strict contrôle des médias par l'État, ce qui pourrait mener à de la désinformation. Yaya Dillo, leader du PSF et farouche opposant au président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, n'a pas encore réagi à ces événements, mais il a tenu à dénoncer une mise en scène en ce qui concerne les accusations de tentative d'assassinat contre le président de la Cour suprême qui vise un membre important du PSF. On rappelle que c'est l'arrestation de ce dernier qui a mis le feu aux poudres cette nuit et qui aurait mené à l'attaque des bureaux du renseignement national. Au Tchad, toujours l'élection présidentielle devrait avoir lieu dans un peu plus de 2 mois, le 6 mai prochain plus exactement. La date a été annoncée hier par le président de l'Agence nationale de gestion des élections. Il a indiqué que la présidentielle doit se tenir avant le 10 octobre, date fixée pour la fin de la période de transition pour éviter un vide juridique. En République démocratique du Congo, le gouvernement et l'ONU ont entamé aujourd'hui la première étape du désengagement de la mission des Nations Unies pour la paix MONUSCO avec la base de Kamaniolo dans le sud Kivu. Hier, les deux parties ont également débuté une mission dans cette région pour faire le point sur le retrait de cette mission en place depuis 1999. La première phase de ce retrait commence par la province du sud Kivu. Le Congo envoie sa première cargaison de gaz naturel liquéfié en Italie. C'est hier que la production de la première cargaison a été lancée. Le Congo devient ainsi le dernier exportateur de gaz liquéfié à Ombaï. Avec cette première cargaison, la République du Congo entre dans le groupe des pays exportateurs de gaz naturel liquéfié, ouvrant des opportunités de croissance économique tout en contribuant à l'équilibre énergétique mondial. Telle est la déclaration de la Société énergétique italienne. Elle et ses partenaires ont partagé la main-d'œuvre, les connaissances et la technologie. Et selon l'administrateur délégué de la Société énergétique italienne, Claudio Descalzi, cette activité va assurer des revenus supplémentaires à la République du Congo et va contribuer à la sécurité énergétique de l'Europe. D'après le site d'information Africa News, ce projet aura une capacité annuelle de 4,5 milliards de mètres cubes de gaz naturel utilisé pour chauffer les maisons et les entreprises. Pour rappel, l'Europe est à la recherche de nouvelles sources d'énergie depuis qu'elle a décidé d'arrêter les approvisionnements par la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine il y a maintenant 2 ans. La Russie, justement pour terminer, les funérailles de l'opposant Alexei Navalny auront lieu vendredi à Moscou. Une annonce de son équipe sur les réseaux sociaux. Le service funéraire va se tenir à l'église à Marino. Les funérailles auront lieu au cimetière Borisovski dans le sud-est de la capitale. Alexei Navalny est mort en prison le 16 février dernier. Les circonstances de son décès restent à ce stade toujours floues. Selon les services pénitentiaires russes, il est mort suite à un soudain malaise après une promenade. Les partisans d'Alexei Navalny et de nombreux dirigeants occidentaux ont eux accusé Vladimir Poutine de sa mort, certains évoquant un meurtre après 3 ans de détention. Merci Georges, 12h25. Parole aux auditeurs. L'actualité.
Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes. Débat autour des conclusions du dialogue national, notamment la proposition de date de la présidentielle et de gestion de la période transitoire entre le 2 avril et le jour du prochain scrutin et plus tard la passation de pouvoir entre le chef de l'État sortant et son successeur. Pour en parler, nous serons avec Abdoukhadre Sanoko, analyste politique, et Hassan Samb, analyste politique également. RFM Sport. L'actualité des sports avec vous, cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Soleimani. On commence avec les Jeux africains d'Accra, le Sénégal fin prêt pour se lancer dans la course. Il s'agit de la 13e édition devant démarrer le 8 mars prochain pour finir à la date du 23 mars. C'est au Ghana, vous l'avez dit, Accra, la capitale. Le Sénégal sera représenté par une délégation de 98 athlètes issus de 11 fédérations nationales. Le Sénégal qui se fixe par ailleurs pour objectif de faire mieux que les Jeux de Rabat en 2019 où la délégation est rentrée avec 22 médailles. Voici le conseil technique en communication du ministère des Sports, Mbaye Jacques Diop, que nous avons joint ce matin. Aujourd'hui, nous aurons 12 disciplines sportives qui seront en tout cas sur les starting blocks. Il y aura de l'athlétisme, il y aura le football U20 avec les garçons et les filles. Il y aura aussi le beach volley avec les garçons et les filles. Il y aura la natation, il y aura le badminton, il y aura le triathlon, il y aura aussi le tennis de table, il y aura la lutte, tout comme aussi les sports de combat que sont le taekwondo, le judo, le karaté. Donc il y aura 12 disciplines qui seront présentes aux Jeux africains d'Accra. Toutes les dispositions en tout cas sont en train d'être prises. Une réunion, comme je vous l'ai dit tantôt, a été tenue entre le directeur du sport de haut niveau, M. Cheikh Tahirou Fall, et l'ensemble des parties prenantes, notamment les fédérations devront partir. Maintenant, le ministre des Sports, M. Lat Diop, a donné des instructions fermes à tous ses collaborateurs, à toutes les directions pour mettre, comme je vous l'ai dit tantôt, les athlètes dans les meilleures conditions de participation, de préparation, mais aussi de performance. Je pense que, nous sommes pratiquement sur la dernière ligne droite de la préparation. Les fédérations, en tout cas, sont prêtes pour, en tout cas, faire bonne figure dans ces Jeux africains d'Accra, puisque si on se souvient bien que lors des derniers Jeux qui se sont tenus à Rabat il y a 5 ans, le Sénégal n'avait glané qu'une seule médaille d'or en la personne de Mbagnick Ndiaye du judo. Je pense que cette année-ci, en tout cas, le ministre a voulu ratisser large pour permettre à la délégation sénégalaise de revenir avec autant de lauriers. Lutte sénégalaise, le CNG poursuit ses efforts à l'endroit des acteurs. Oui, la lutte sénégalaise qui continue sa mue après le toilettage des textes. Le CNG, toujours dans la dynamique, a organisé un séminaire à l'intention des présidents de comités régionaux de gestion de lutte. C'était à Kaolack. Voici les précisions de Maïssa Ndiaye, premier vice-président du CNG en charge de la lutte avec frappe. Le CNG, dans sa politique d'avoir une équipe forte à tous les niveaux et sur l'ensemble du territoire sénégalais, a jugé nécessaire de renforcer la capacité de ses représentants au niveau régional. Et ces représentants au niveau régional que sont les présidents de CRG. Donc, c'est dans cette optique que nous avons organisé ce séminaire à Kaolack. Pendant 2 jours, le samedi et le dimanche, nous nous sommes rencontrés entre le CNG, le Bureau national, et les 13 présidents de CRG, afin d'échanger sur les règles de lutte, afin d'avoir la même compréhension des textes et la même interprétation des textes. Donc voilà l'objectif recherché à travers ce séminaire. Et nous avons eu la chance d'avoir en notre sein 2 excellents panélistes qui sont le directeur administratif Ndiamé Diop et le directeur technique national, qui ont fourni à l'assistance toute l'expertise nécessaire, toute l'assistance nécessaire afin que, à la sortie de notre séminaire, nous sommes renforcés dans nos connaissances, dans nos expériences. Et puis nous terminons Suleiman avec le football sur l'international. La Serie A italienne qui va jouer sa 21e journée de rencontre sont au programme à 17h. Sassuolo contre le Napoli. Atalanta se déplace chez Inter Milan. Match prévu à partir de 19h45 en FA Cup. On suivra notamment les 8e de finale. Chelsea contre Leeds United, c'est à 19h30. 19h45 Wolverhampton Brighton. Manchester United sera à la même heure chez Nottingham Forest. Liverpool Southampton, donc cette rencontre, elle est prévue à partir de 20h. Suleiman. Merci, cher Tidiane Diagne, il est 12h30. Rapido et son sticker rechargeable et la direction de la santé mère-enfant
vous offre votre revue de presse. La presse du jour, lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Présidentielle 2024, le dialogue tient sa date. Il s'agit du 2 juin prochain pour le premier tour. Adjugé, on n'en parle plus. Le dialogue a tiré ses rideaux hier sur cette grande proposition. Et ce n'est pas tout. Il veut aussi que Macky Sall assure la transition. Autre proposition, la réintégration de Karim Wade et d'autres candidats dits spoliés sur la liste des 19 déjà qualifiés. Le journal Les Échos résume l'affaire sur un ton taquin. En fait, il s'agit de 3 mois cadeaux offerts à Macky Sall et d'un forcing pour Karim Wade. Selon Walfadri, la grande affaire du dialogue s'était manœuvrée pour intégrer Wade fils qui depuis Doha déploie ses stratégies pour participer. Pour sur ça, après le protocole du Cap Manuel, voici le protocole de Diamniadio. Réaction de Thierno Alassane Sall dans Libération. Sauf à se régner, le Conseil constitutionnel ne va pas accepter cette forfaiture. Pour l'info, c'est un consensus donc prédéfini. Il y a de fortes chances que le Conseil n'accepte pas. Le Conseil constitutionnel de nouveau à l'épreuve, écrit d'ailleurs le journal Enquête. Le Conseil à l'épreuve de la versalité des politiques. Le consensus à l'épreuve donc du considérant 14 de la décision du Conseil constitutionnel. Ndiagasila, l'expert électoral, théorise lui un compromis pour éviter l'imbroglio. Le projet de loi d'amnistie qui passe aujourd'hui en Conseil des ministres, quelques clarifications du professeur Ismaël Madior Fall ont des pilotes en ligne dans le soleil. Cette dernière vise les faits liés aux manifestations de mars 2021 à juin 2023 et rappelle que l'affaire Adji Sarr et l'affaire Mamba Ignan ne sont pas concernées. La loi d'amnistie pendant qu'on y est justement. Le journal Le Quotidien informe que Macky Sall rajoute la révision du procès de Karim tel que souhaité par le Parti démocratique sénégalais. Karim Wade, souvenez-vous, a condamné à 6 ans de prison pour enrichissement illicite et à une peine d'amende de plus de 100 milliards. Selon le journal, ça devrait être une bénédiction pour le PDS qu'il a toujours réclamé. Commentaire du sucré salé du quotidien. Eh bien, que ces cas d'amnistie, Macky veut vraiment laisser un crime parfait au PDS après avoir réussi à obtenir son éligibilité. Mais recalé par le Conseil constitutionnel, Wade fils veut bénéficier de la révision de son procès. Quand? Comment? Eh bien, le journal écrit que la séquence temporelle ne dépendra pas sans doute du président Sall qui semble être dans une logique de nettoyer tous ses différends avec le PDS. Cette nouvelle sucette veut devenir moins amère après la pilule des 7 sages. Si la traque des biens mal acquis est passée à la trappe et la grille enterrée, Wade fils va obtenir la révision de son procès. Fin de citation. Alioune, lui, en tout cas, alerte sur une éventuelle grave crise entre le Conseil constitutionnel et la présidence de la République. Dans le journal Vox Populi, le patron d'Africa Yom Center soutient que les décisions du dialogue empiètent sur les compétences du Conseil constitutionnel, notamment la reprise des recalés et le prolongement du mandat. Le premier déficit du dialogue, c'est l'inclusion. La conséquence immédiate, selon lui, c'est aussi le déficit de légitimité. Justement, dans le même journal, Idrissa Seck déniette hors de question de tourner le dos à la justice au nom de la réconciliation. Le Forum civil dénonce aussi une volonté manifeste d'ensevelir la vérité. Maître El Hadjouf, lui aussi, l'avocat contre l'amnistie des criminels, des pilleurs et autres pyromanes. Doudouka, au nom de la réconciliation, de la décrispation de la situation politique, plaide la libération d'Ousmane Sonko, la libération de Bassirou Diomaye Faye ou encore la libération de Maître Moussa Diop. L'Obs a fait focus, lui, sur les petites colères du président. Selon le journal L'Obs, donc, c'est qu'il est frustré. Depuis quelque temps, il se rend compte que de jour en jour, son autorité s'effrite. C'est l'épreuve de la fin du mandat. On termine par du sport. À la une du journaliste quotidien, focus sur les meilleurs buteurs sénégalais à l'étranger. Abdallah Sima au sommet, Maïsaba et Soumano, terreur des défenses de la Ligue 2. Mam Baba Thiam, le lion de la Super League. Diagne et Meng se régalent en D2 saoudien. Yannick Gomis, une nouvelle jeunesse à Chypre. Sadio Mané tient le rythme en Arabie Saoudite. Mbaïnian, la renaissance du Globetrotter. Dans le journal Record, l'avenir du sélectionneur national, si c'est un poste pour la CAN 2025, note la publication vers la confirmation de Pape Thiaw comme entraîneur adjoint. L'OM en feu avec l'arrivée de Gassé. Le déclic pour Ismaël Sarr et Liman Ndiaye, se demande le confrère. Bonjour à tous. Rapido et son sticker rechargeable et la direction de la santé mère-enfant vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Bienvenue dans notre rubrique Point de vue à 12h35 minutes. Nous allons débattre des conclusions
recommandations et propositions du dialogue national qui a pris fin hier après 2 jours de conclave, notamment la proposition de date de la présidentielle et de gestion de la période transitoire entre le 2 avril et la prise de fonction du prochain président. Et pour en parler, nous sommes en ligne en direct avec Abdoukhadre Sanoko, analyste politique. Abdoukhadre Sanoko, bonjour. Bonjour cher Souleymane, bonjour à tous vos auditeurs et toutes vos auditrices, et puis aussi un grand coucou à mon co-débatteur de l'autre. Hassan Samb, que je salue également. Mes respects. Hassan Samb, analyste politique également, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à Sanogo et bonjour à tous les auditeurs. Merci à tous les deux. Alors, je commence avec vous, Abdoukhadre Sanoko. Vous l'avez entendu, hein, le dialogue national qui a été organisé par le président Macky Sall et qui s'est achevé hier, entre autres propositions, recommande la date du 2 juin pour la tenue de la présidentielle qui devait se tenir le 25 février dernier. Alors, d'après vous, quelle est la valeur de cette proposition de date et surtout, quelle influence cela pourra-t-il avoir sur la décision finale du chef de l'État, puisque Macky Sall l'a rappelé à l'ouverture de ce dialogue, c'est lui qui aura le dernier mot et qui décidera in fine de la date de la tenue du scrutin. Bon, mais écoute, si on se fie textuellement à l'intervention de Macky Sall lors du dialogue, on se rend compte que c'est sa décision, hein, parce que je ne sais pas si... En tout cas, les lignes directrices qu'il avait lui-même tracées avant de passer la parole aux différentes commissions le lendemain, c'était très clair. Il avait même fait ébruiter la situation entre mai et juin. C'est lui-même qui a tracé les balises en disant qu'il fallait prendre en compte les fêtes, les fêtes musulmanes et chrétiennes, l'organisation du grand rassemblement du Dakar, tout ça. Donc, de mon point de vue, en vérité, ils n'ont fait que un peu réaffirmer la volonté ou l'intention du président Macky Sall. Maintenant, quelle valeur ça va avoir, ça va être très compliqué de pouvoir dessiner ça. D'autant plus que les 18, 16 ou 20 ou je sais plus candidats se sont arc-boutés sur leur position originelle en disant clairement tout ce qu'ils réclameraient, c'est de pouvoir voir Macky Sall, mais hors course par rapport à l'après 2 avril. Donc de mon point de vue, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. À moins qu'on puisse davantage aussi essayer de souffrir, essayer un peu de prendre sur soi pour pouvoir aussi sortir de cette situation. Ça peut être très mal vu, ça peut être très difficilement accepté, mais qui peut le plus, peut le moins. Nous en sommes à cette situation. Le vin est déjà tiré. Bon, si le président Macky Sall confirme, n'est-ce pas, cette date durant cet intervalle entre mai et juin, mais il faudrait se faire violence, à mon avis, accepter ça et pouvoir avancer. Sinon, nous risquons encore davantage de prolonger en des mois et des mois la situation. Et aujourd'hui, tous les Sénégalais ont envie d'élire leur prochain président de la République et passer à autre chose. Alors, Hassan Samb, est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur, accepter la proposition du dialogue qui apparemment va coïncider avec les desiderata du président Macky Sall qui avait donné effectivement un certain nombre d'orientations pour le choix de la date du scrutin. On évoquait la valeur, disons, politique de cette proposition, mais également la valeur, disons, juridique de cette proposition eu égard à la position déjà affirmée du Conseil constitutionnel sur cette question. Oui, merci Souleymane. Je pense que effectivement, il n'est plus possible de parler de normalité dans une situation exceptionnelle. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. La présidentielle devrait se tenir le 25 février. Ça n'a pas été le cas pour des raisons que nous connaissons tous. Par conséquent, il fallait aller peut-être vers une concertation, un dialogue pour trouver une date. Sur la date, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de problèmes, véritablement, parce que
Bien entendu, on ne pouvait pas se précipiter, ce n'était pas dans les brefs délais, mais dans les meilleurs délais. Et moi, j'entends par meilleur délai un délai raisonnable. Donc, n'est-ce pas, qui puisse à tout le monde, permettre à tout le monde justement de préparer la présidentielle, notamment toute l'administration électorale autour des aspects techniques, humains, matériels, sécuritaires et autres. Donc, on ne peut pas précipiter, on ne pouvait pas précipiter les choses. Le délai du 2, je pense, qu'a été forcément largement discuté en interne, malgré le fait qu'on aurait préféré quand même avoir toutes les forces vives de la nation autour, effectivement, de ce dialogue-là. Alors, donc, le 2 a été retenu pour le moment, en attendant, bien sûr, l'aval du président de la République, mais au-delà du président de la République aussi, il faudra peut-être se référer également au Conseil constitutionnel, qui d'ailleurs devrait avoir le dernier mot par rapport à tout cela, pour voir un peu si cette date respecte un peu l'esprit et la lettre de ce qu'elle a eu à décider, ce qu'il a eu à décider. Donc véritablement, je pense que sur ce problème du délai, moi, j'ai pas beaucoup de problèmes. Le problème, c'est autour de la reprise de tout le processus. Exactement, c'est le deuxième point justement de ce point de vue, et je reste avec vous, c'est la question du processus et des acteurs de ce processus. Vous avez entendu le deuxième volet des propositions du dialogue national, c'est la réintégration des candidats spoliés et de Karim Meïssa Wade en particulier, à la liste des candidats à la future, à l'élection présidentielle à venir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va régler le problème globalement du processus? Là, je pense que je parlais de période exceptionnelle tout à l'heure. Le Conseil s'est positionné par rapport à la période exceptionnelle et il nous a donné une nouvelle forme de légalité. Et en décidant effectivement de revoir un peu, de rebattre les cartes, peut-être pour admettre Karim Wade et peut-être d'autres spoliés, etc., eh bien, on sortirait encore de la nouvelle normalité qui a été posée par le Conseil constitutionnel. Et on serait encore dans une nouvelle forme d'illégalité. Parce que le Conseil n'a pas dit cela. Et je rappelle que les décisions, la seule instance aujourd'hui en droit de publier effectivement une liste, c'est le Conseil constitutionnel. La présidence de la République ne peut pas donner une liste des candidats. Et donc, est-ce que le Conseil constitutionnel va se dédire lui-même en proposant une nouvelle liste de candidats, c'est-à-dire les 19 plus peut-être d'autres candidats, ou même moins, parce que sur les 19, le dialogue a proposé qu'on revoie un peu les dossiers s'il n'y a pas quelqu'un qui a une double nationalité. Au moins. Vous voyez un peu le problème. C'est-à-dire qu'on est en train aujourd'hui d'entrer dans une forme d'illégalité et je ne pense pas que le Conseil constitutionnel, sur ce second point, suive effectivement le dialogue et suive le président de la République. Parce que ce serait dangereux, un précédent dangereux. C'est-à-dire que lors des prochaines élections, tout un chacun pourra se lever et dire, écoutez, en vertu de ce qui s'est passé en 2024, il faudrait bien revoir le processus, voir est-ce que moi-même je ne pourrais pas participer, parce qu'apparemment on m'a spolié, etc. Vous voyez un peu le problème. Donc je pense que là, autant sur le premier point, le Conseil n'aura certainement pas de problème si la date du 2 était retenue. Autant sur le second point, je ne pense pas que le Conseil constitutionnel suive effectivement les dialogueurs et le président de la République sur cette démarche-là qui me semble être en porte-à-faux avec l'esprit et la lettre et de la Constitution et de la décision du Conseil constitutionnel. Abdou Khadre Sanoko, y a-t-il une porte de sortie sur ce point, c'est-à-dire sur la liste définitive des candidats qui iront à cette élection présidentielle, mais sur un troisième point que je voudrais introduire aussi, c'est la gestion de la phase transitoire entre le 2 avril, fin légale ou constitutionnelle du mandat du président Macky Sall, et la date de tenue de l'élection présidentielle, voire de passation de pouvoir entre Macky Sall et son successeur. Bon, par rapport à, en tout cas, la seconde interpellation, je m'en réfère à ma position principale. Hassan parlait tout à l'heure de situation exceptionnelle. Et dès l'instant où on parle de situation exceptionnelle, à mon avis, bon, nous sommes dans un écosystème ou environnement de tous les possibles. Et de mon point de vue,
cette situation-là aussi, si le Conseil constitutionnel ne suit pas trop les recommandations du dialogue, il pourrait y avoir, je ne l'espère pas, aussi voilà, une autre confrontation qui pourrait découler sur encore une crise institutionnelle beaucoup plus accrue. C'est pour cette considération, à mon avis, je crois qu'aussi la paix n'a pas de prix. N'oublions pas que toutes ces conciliabules aussi ouvertes vont dans le sens de pouvoir nous installer dans un climat de stabilité capable de permettre à tous et à toutes de pouvoir aller tranquillement vers une élection apaisée. Donc de mon point de vue, il faut aussi le reconnaître, c'est que les circonstances d'éviction du candidat Karim Wade me paraissent extrêmement bizarres. Et si on cherche véritablement à calmer les ardeurs et fédérer aussi toutes les positions pour une élection mais extrêmement calme et inclusive, donc il faudrait aussi qu'on puisse un peu trouver des raccourcis, peut-être, certainement, qui ne seront pas des raccourcis normaux, mais consensuels. Et il me semble avoir entendu le président Macky Sall avoir dit, avec un consensus fort, tout est possible. Parce que cette situation-là, n'oublions pas que nous ne sommes plus au niveau du carcan ou des arcanes du 25 février. Il y a une situation exceptionnelle. Et il me semble que laisser Karim Wade participer et aussi, on n'a pas dit valider, mais revérifier aussi certaines situations de candidats spoliés. Si c'est le prix à payer pour permettre au Sénégal de pouvoir aussi se redresser très vite et passer à autre chose et de ne pas tomber sur une crise institutionnelle beaucoup plus profonde, capable encore de nous projeter vers après juin ou après juillet, à mon avis, c'est un prix qu'on peut payer. Et j'imagine que sur le troisième volet également, c'est-à-dire la gestion de la période transitoire, vous appliquez le même principe. Non, pour la gestion transitoire, à mon avis, c'est vrai que le conseil, le consensus est trouvé par l'entremise du dialogue, mais encore une fois, je me fie à la position du président de la République. Il n'a qu'à demander l'avis du Conseil constitutionnel, et que si maintenant le Conseil constitutionnel peut-être interprète la loi dans le sens de lui permettre de pouvoir rendre le pouvoir à son successeur dans les circonstances requises, qu'il puisse le faire. Mais je précise que, en tout état de cause, quelle que soit la position du consensuel du dialogue, si les choses se retrouvent sur la table du Conseil constitutionnel, plions-nous, n'est-ce pas, à cette décision ultime, au nom et au prix de la paix et de la stabilité. Merci Abdou-Khadre Sanoko, analyste politique. Justement, dernière question pour vous, Hassan Samb. Si le Conseil constitutionnel est consulté sur la gestion de cette transition, il y a plusieurs possibilités. Comme disait Abdou-Khadre Sanoko, au nom de la stabilité, effectivement, le Conseil peut valider la proposition, que ce soit le président Macky Sall qui assure cette transition. Mais s'il devait en être autrement, quelles sont les options sur la table, quels sont les risques, quels sont les avantages et les inconvénients? Écoutez, sur ce point, ma position elle est claire. Je pense que c'est conformément à l'esprit, à la lettre des dispositions de l'article 36 de la Constitution sur la transition. Le président en exercice ne peut pas partir tant que le président élu n'est pas installé. C'est pas possible. On n'a pas, c'est vrai, on n'a pas un code nucléaire à transférer entre présidents. Nous ne sommes pas une puissance nucléaire, mais il y a des secrets. Vous savez, il y a une passation de service qu'il faut assurer. Le président sortant a des confidences à faire au président entrant. Et le président entrant a besoin de conseils au départ des présidents qui étaient en exercice. Mais ça, c'est l'esprit de la Constitution, c'est la lettre de la Constitution. Durant la phase de transition, aussi longue qu'elle soit, il faudrait que le président en exercice reste en fonction. Le Conseil constitutionnel ne peut pas s'hasarder à se livrer à un autre scénario. Parce que ce n'est pas prévu par la Constitution, ce n'est pas prévu par les lois de la République. On ne peut pas prendre n'importe qui pour dire que, monsieur, assurez-nous la transition en attendant. Ça ne se passe pas comme ça. Le président Macky Sall ne peut pas faire ses valises et dire, bon, les gars, au revoir, merci, c'était un plaisir. Ça ne se passe pas comme ça. À mon avis, effectivement, le dialogue a parfaitement raison. Le président en exercice reste parce qu'il a besoin d'assurer la passation de service
Et qui dit passation de service dit également transfert d'un certain nombre de documents, de secrets. Il y a un dialogue à faire, il y a une discussion. On passe les commandes. Merci beaucoup. Merci. C'est important. Merci Hassan Samb, analyste politique. Merci à tous les deux. On vous retrouve dans la version Wolof de ce débat dans un peu moins d'une heure. C'est la fin de cette édition à 12h50. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Haj Ndiogoudien à la rédaction en chef d'édition Awambaï, à la mise en onde d'Abdoulaye Diop, Maïssa Mbaye au digital et à la production Abdou Thiam. Vous avez rendez-vous avec Barthélémy Ngom à 13h pour le grand journal en Wolof. Très bonne suite des programmes sur la RFM. Excellent après-midi. Au revoir. Publicité sur RFM. Africa Fly Tour képp ku bëgg tukki wala ngay wut liggéey sa coono jeex na waaw waa Canada ñooy ñëw fii ci Sénégal ngir wut ay liggéeykat ñu gën ko xam ci journée Québec au Sénégal moo xam da ngay maçon plombier chauffeur mécanicien menuisier bois menuisier métallique menuisier aluminium fonctionnaire commerçant étudiant mbaa métier boo mën a am yow amal métier rek te liggéey sa xol. Vous avez un métier, la journée Québec au Sénégal, c'est pour vous. Vous voulez travailler au Canada, vous cherchez du travail, nous cherchons des maçons, plombiers, chauffeurs, mécaniciens, menuisiers métalliques, menuisiers aluminium, fonctionnaires, commerçants, l'ensemble de ces corps de métier pour aller travailler au Canada. Mbindoumi nak fii ci Africa Fly Tour le immeuble Promo Import sur l'avenue Cheikh Anta Diop en face école Manguier 2 ou appelez au 77 027 22 22 ou le 76 341 40 40 ou le 33 858 77 52.